Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement de Paris, et Paris en général, accompagné de Dan Arfi, directeur associé chez ASG Courtage, courtier en prêt immobilier depuis 19 ans et partenaire de monsieur Philippe Jean-Louis depuis tout autant. Exact. Donc l'idée de ce live, c'est de parler des taux, de l'évolution du marché, comment les taux vont évoluer, quels sont ce qui a été dit dans les dernières banques que nous avons, dans les dernières réunions que nous avons eues et partagées avec les banques, et justement vous faire profiter de la nouvelle actualité des taux, mais également du contexte marché. Et est-ce que, en fin de compte, ça va être le bon moment pour vendre, acheter, et quelles vont être les prochaines perspectives? On va parler de quasiment un an et demi en avance, suite aux dernières réunions partagées avec nos amis les banques. Alors est-ce que tu peux déjà nous donner une tendance sur les taux, à la baisse, à la hausse, stagnation? Où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, les taux vont continuer d'augmenter. Aujourd'hui, on est sur une moyenne, grosso modo, de 4,15 sur 20 ans hors assurance et de 4,30, 4,50 sur 25 ans. Ces taux-là vont continuer d'augmenter. Cela nous a été confirmé jusqu'à au moins début janvier 2024. Puis, après janvier 2024, lors des dernières réunions qui ont été partagées ne serait-ce qu'il y a une semaine, nous assistons donc à une modélisation bancaire qui va prôner une stabilité, une stabilisation des taux pour quasiment un an et demi. On fait une pause. On fait une pause, pourquoi? Parce qu'on va attendre on a 13, 14 personnes qui sont connectées, on va attendre à peu près une minute. Allons-y. Donc, je représente Dan, on se connaît depuis pas loin de 20 ans. Un peu plus. Ah oui, même un peu plus de 23 ans. C'est un truc de fou. Moi, je commence en 2000. Ouais. Bonjour, petit coup d'œil. Donc, le concept est toujours le même. La bienveillance et le maître mot sur salut Arthur, sur nos lives, puisque j'invite Dan dès qu'il peut. N'hésitez pas à poser des questions et on y répond brut de décoffrage, oui. C'est le concept. Et bien dès sûr. Que je ne comprends pas un terme, je me permettrai juste de t'interrompre pour que tu le banalises et qu'on fasse de la vulgarisation. On ne s'adresse pas à des banquiers. S'il y a des banquiers à qui ça ne correspond pas, bah écoutez, je vous invite à changer de chaîne. Et des spécialistes du crédit qui utilisent des termes alambiqués pour qu'on ne comprenne rien, vous n'avez rien à faire chez nous. Ici, vous avez un vrai professionnel, je suis un professionnel de l'immobilier et j'essaye de faire et de me rendre intelligible et accessible à tout le monde. Voilà, donc la seule chose que je vous demande, c'est poser vos questions. Merci, c'est Talonneur 33. Bonjour, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je vous explique un petit peu le contexte. On est dans un café. J'espère que le son est bon. Est-ce que tu peux juste dire bonjour? Bonjour. Est-ce que vous entendez Dan? Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous entendez Dan? Normalement, on a tout fait pour que ça passe. Est-ce que tu peux poser la question peut-être? Oui, merci, petit coup d'œil. Sympa, génial. Merci. Bon bah c'est top. Fantassac, merci Lily, merci Fantassac. Bah écoute, on continue, donc je t'ai interrompu sur ta lancée. Donc l'idée c'est de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux sur les tendances. Alors je préviens tout le monde, le thème ici c'est l'immobilier. Le premier qui ne comprend pas, je le dégage. Voilà. On est dans une période bien compliquée, donc là je suis navré, il y en a un qui n'a pas bien compris. La thématique ici, voilà. Hop. C'est réglé. Donc la thématique, l'immobilier à 100% à 360 degrés. Tout le reste, on s'en contrefou. Voilà, j'espère. Est-ce que tu penses que je suis assez clair ou pas? Oui, je pense. Voilà. Et je pense qu'on est aligné. Tout en étant bienveillant. Donc, Dan Arfi, on se connaît depuis 23 ans, je viens réaliser. Je pense que j'avais encore des cheveux quand on s'est connus. Ouais. Et le peu qui me restait devait être pas la même couleur qu'aujourd'hui. On est d'accord. Donc voilà, je te laisse parler. La question qui est très souvent posée sur les lives, c'est qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça monte, ça baisse? On parle des taux d'intérêt. Salut mon conseil de poche. Je vous invite à vous abonner à lui. Expert comptable, il dépoussière et il fait un petit peu, il fait carrément comme nous, il se rend accessible et ça c'est top. Voilà, je te donne la parole. Alors, et parle-nous des taux d'intérêt, ça me passionne. En gros, pour expliquer aux acquéreurs... Et essaie de ne pas taper sur la table parce que ça résonne dans tout.
En gros, aujourd'hui, ce qui se Jonathan. passe, c'est que tout d'abord, rebonjour à tous, puisque nous sommes plus nombreux que tout à l'heure. Oui. Les banques aujourd'hui, tout simplement, nous ont expliqué lors de réunions que nous avons eues sur le dernier mois, et plus particulièrement la semaine dernière, elles se sont multipliées ces réunions. Elles nous ont expliqué quelle était leur stratégie en taux et sur les 2-3 années, enfin sur les 2 années à venir, parce que 3 ans c'est très long, c'est ce qu'on appelle quasiment un cycle. Donc elles ont clairement énoncé qu'elles remonteraient leur taux jusqu'à janvier 2024, puis à janvier 2024, on rentrerait dans une période de stabilité sur les taux d'environ 1 an et demi. Je préfère par sécurité parler de 2 ans. Toutes les banques n'ont pas la même stratégie, mais il faut bien comprendre que, grosse masse, elles vont adopter toute la même stratégie pour recréer de la marge, donc des provisions. Les lois en termes de crédit sont assez contraignantes d'un point de vue européen. Pour faire simple, à l'époque, quand vous prêtez 100 €, il fallait avoir 8 € en dépôt. Aujourd'hui, quand vous prêtez 100 €, il faut avoir 40 € en dépôt. Donc, les banques ont besoin de recréer de la marge, voilà, notamment de cette manière-là. Donc, on va rentrer dans une période à partir de janvier de stabilité des taux. Et dans 1 an et demi, 2 ans, on réassistera normalement à un cycle de baisse des taux. Donc, aujourd'hui, on a un discours qui est très clair. Particulier, vous pouvez acheter. Oui, les taux sont un peu plus chers, mais dans 1 an et demi, 2 ans, vous bénéficierez d'un marché qui n'a pas subi l'inflation, donc de 2023, et vous profiterez d'un rebond d'un point de vue du prix de l'immobilier, mais en plus de ça, vous bénéficierez, il faudra, voilà, je vous le dis, profiter d'un rachat, d'un réaménagement de votre taux, soit par votre propre établissement bancaire qui aura consenti le crédit. Je vous invite vraiment à chaque fois à les consulter parce qu'ils ne veulent pas vous perdre comme client, mais également ça vous fera gagner en pouvoir d'achat ou en nombre d'années de crédit. Voilà, pour contextualiser un peu les choses de manière globale, voilà un peu où on en est. Alors très souvent on a des questions, bon là je me suis permis d'encore bloquer quelqu'un qui n'a pas compris, donc je vais me permettre de rappeler le thème, l'immobilier, l'évolution des taux d'intérêt. Donc toutes vos questions qui concernent cela, c'est parfait, gardez vos opinions qui ne concernent que vous. Et ici on va parler que d'immobilier avec bienveillance si vous le permettez. Alors ici on a un taux à 6%, c'est de la folie. J'ai eu 1,45 sur 25 ans, il y a de ça 5 ans. Alors oui, je suis d'accord avec vous, si on prend un contexte à 5 ans, c'est-à-dire un très petit contexte, c'est-à-dire une petite partie de l'ensemble d'un marché contextuel. En revanche, il ne faut pas oublier qu'en 93-95, nos parents pour certains, ou pour d'autres qui ont déjà connu leur première acquisition à ce moment-là, ils empruntaient à quasiment 17%, mais avec une inflation et des hausses de salaire qui s'accommodaient. Donc réellement, c'est comme s'ils avaient emprunté à 1%. En effet, aujourd'hui, il y a une décorrélation, puisque l'inflation a très fortement augmenté, mais pas les salaires. Donc en effet, aujourd'hui, alors les taux ne sont pas à 6%, je vous rassure, on est sur des taux sur 25 ans, entre 4,30 à peu près. On est sur Paris ici, hein, sur Paris, parce que toi voilà. Ta spécialité c'est Paris. C'est l'Île-de-France. C'est l'Île-de-France. Voilà, c'est l'Île-de-France, on est environ entre 4,25 on va dire et 4,50. 6%, déjà on serait au-dessus du taux d'usure, donc de toute façon une banque ne pourrait pas vous l'accorder. Mais en effet, pour vous, il n'y a aucun intérêt à vendre maintenant. Pourquoi ? Parce que vous avez acheté à un certain prix, avec un taux qui permettait d'amortir très rapidement votre bien. Aujourd'hui, pour vous vendre et racheter autre chose n'aurait aucun sens, parce que vous vendriez pas forcément plus cher, maximum au même prix, mais vous payeriez beaucoup plus d'intérêt à une banque. Attention, mais je le redis toujours dans les lives et même aux gens que j'accompagne au quotidien, une banque n'est pas votre ennemi, pas du tout. D'ailleurs, mon métier, c'est de travailler avec vous auprès des banques. Donc il y a une notion d'équilibre. Et cette notion d'équilibre, elle est très importante parce que le banquier n'est pas là pour vous voler, il a des contraintes commerciales comme un boulanger, comme un restaurateur. Et voilà, et vous, le but c'est évidemment de créer le plus d'économies. Donc mon métier c'est d'optimiser votre situation auprès d'eux sans que eux soient non plus lésés. Voilà, hein. Et puis après évidemment, toutes les banques ne se comportent, c'est pas les banques qui ne se comportent pas bien, c'est plutôt tous les banquiers parfois en effet se comportent pas bien, mais comme dans mon métier, tous les courtiers ne se comportent pas bien. Et en effet, comme voilà l'a dit Philippe en introduction, le but c'est j'aime pas le mot vulgariser parce que bon voilà, mais en tout cas c'est de pouvoir porter à votre connaissance de manière la plus transparente, avec les mots les plus simples, quels sont les arcanes de notre métier. Voilà.
tu fais attention à dire que tu n'aimes pas. Non, c'était une façon. Non, mais c'était pas le terme. Non, mais vulgariser, voilà. Oui, c'était ma gueule. Jamais, je me permettrais pas. Alors, il y a quelqu'un qui gentiment, je crois que c'est Minoucha, pour les gens déjà propriétaires, la valeur de nos biens IMO va-t-elle diminuer? Aucune raison. Aucune raison que la valeur de ton bien diminue. J'ai envie de te dire que même dans un marché, imaginons que le marché se casse la gueule. Écoute, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu d'argent, et c'est loin d'être le cas. Donc arrêtez d'écouter les journalistes qui font sortir des chiffres dans tous les sens. Tu vois, user 9830, merci pour le compliment. Il y avait tout d'abord, excusez-moi, une question. Donc, je me permets de dire bonjour à Tom Peps qui a une très bonne question. 4,30 plus assurance, on fait un TAEG à près de 5. Alors oui et non, parce que la question des assurances, ça aussi c'est très important, il faut en parler, c'est qu'aujourd'hui un banquier ne peut pas vous contraindre, d'un point de vue législatif, à prendre l'assurance qu'il propose. N'hésitez pas à mettre en concurrence aussi les sites d'assurance ou un courtier spécialiste de l'assurance emprunteur, car il faut opposer un banquier qui peut-être a une méconnaissance, on va dire, de la loi Hamon, avec amendement Bourquin, bon, voilà, et aujourd'hui encore une autre loi qui est rentrée en vigueur très récemment. On en parlera juste après, ça c'est intéressant aussi. Et il faut faire une mise en concurrence. Alors, on a Lola Cole. Alors, si tu veux la regarder, Lola Cole, droit dans les yeux, tu regardes ici. D'accord. Et tu dis Lola Cole, on va répondre à ta question. Lola Cole, on va répondre à ta question. Vous encouragez à acheter alors que les taux sont énormes. Que faites-vous du reste à vivre? Alors, à vrai dire, on va rentrer dans deux notions qui sont très différentes. Tout d'abord, oui, je vous invite à acheter parce qu'aujourd'hui, tout d'abord, l'immobilier ne suit plus l'inflation. Si on suivait l'inflation, les prix auraient pris 7 à 8% minimum. Aujourd'hui, les prix sont restés flats. Donc imaginez que vous avez gagné à peu près 6 à 7% de valeur. Car il va y avoir un rebond du marché. Alors, flat, c'est-à-dire que vous ne perdez pas en valeur, le marché est resté à l'équilibre. Voilà, désolé. Merci. Désolé. Et il est vrai que vous allez profiter d'un rebond. Ensuite, je n'encourage pas non plus avec des taux, mais comme je l'expliquais il y a quelques instants, le taux va être valable sur à peu près 1 an et demi. Les banquiers nous annoncent d'ici 1 an et demi ou 2 ans, prenons une marge de sécurité, parlons de 2 ans, à ce moment-là, à rebaisser leur taux. Ça veut dire quoi? On ne connaît évidemment pas à l'avance le taux qui sera pratiqué, mais vous gagnerez en pouvoir d'achat, évidemment, ou vous gagnerez en durée si votre situation professionnelle a, elle, évolué. Donc, pour conclure sur cette question, oui, le fait d'acheter vous fait réaliser une bonne acquisition, plus à terme de 1 an et demi, 2 ans, vous conserverez un meilleur pouvoir d'achat, ou vous pourrez raccourcir parce que dans beaucoup de banques, il y a des clauses qui existent pour permettre à l'acquéreur, au consommateur, de pouvoir avancer plus rapidement dans son emprunt et donc de créer un peu moins d'intérêt à percevoir par la banque. Avancer dans son emprunt, si je le comprends bien, c'est raccourcir l'emprunt. Exactement. C'est emprunté sur 25 ans et finalement tu rembourses sur 20. On peut rembourser sur 20, sur 18, selon les moyens de chacun. En maintenant, éventuellement, si les taux baissent, tu peux maintenir la même mensualité. Exactement. Voilà. Ça s'appelle la modularité. Est-ce que vous le saviez ça? Est-ce que vous saviez que la modularité, puisque je vais reprendre un terme intelligent pour ceux qui me connaissent, c'est le mot intelligent de la semaine. Donc la modularité permet avec un taux qui baisse de raccourcir votre délai. Alors est-ce qu'il vaut mieux dans l'absolu raccourcir le délai et garder le même effort de remboursement ou diminuer l'effort de remboursement et améliorer son reste à vivre? Alors je me permets de faire ce qu'on appelle une réponse de Normand. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Merci. C'est-à-dire qu'il est intéressant de moduler à partir du moment où, à la baisse par exemple, quand je dis à la baisse, on va raccourcir l'emprunt si les moyens nous le permettent. Mais c'est encore une question de psychologie. Il y a beaucoup de gens que je rencontre depuis 19 ans dans mon métier et qui ne sont pas à l'aise avec la notion de crédit. Donc pour eux, ils vont se sentir de plus en plus, de mieux en mieux une fois qu'ils auront remboursé. Et à vrai dire, il y a une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, moduler ne sert à rien. Et je vais vous dire pourquoi. Certes, la banque va toucher ses intérêts, elle va en toucher beaucoup, mais vous, aujourd'hui, les taux remontent, mais il y a une corrélation entre les taux d'emprunt immobilier et les taux d'épargne. Donc quand vous allez placer votre argent, normalement, il va beaucoup plus vous rapporter qu'à l'époque, il y a quelques années, et donc vous allez compenser le coût des intérêts par le coût de vos économies. Et là, c'est important, parce que si vous pensez au coût d'après,
aux prochaines acquisitions, ça va vous permettre de créer un matelas d'économie que vous pourrez injecter dans un apport et qui aura été très bien rémunéré. Vous comprendrez donc par ma réponse qu'il n'y a pas une bonne méthode et une mauvaise méthode. Il y a un ensemble de méthodologies qui doit s'adapter à votre niveau de vie, à vos hobbies par exemple. On ne va pas sacrifier, je ne sais pas, un restaurant, un zoo, un tennis, un cinéma, qui est aujourd'hui devenu un produit de luxe, il faut en être conscient. On ne va peut-être pas les sacrifier parce qu'on va vouloir payer sa maison ou son appartement plus tôt. Non, on va adapter en fonction de vos besoins mensuels. Et c'est ça, aujourd'hui, la vraie bataille. Ce n'est pas forcément le taux d'intérêt, c'est ce qu'on appelle le reste à vivre ou plus communément le pouvoir d'achat. D'accord. On a une question, merci. Moi, je trouve que les réponses sont claires parce que je les comprends, donc quelque part, ça me rassure. Comment pouvons-nous négocier un prêt immobilier pour un achat aux enchères ? Alors, bonjour Pivert. Est-ce que ça a à voir quelque chose avec Monsieur Pivert de Louis de Funès ou pas? Je ne sais pas. Ça dépend, est-ce qu'il tape sur son live comme ça, Pivert comme Pivert comme Monsieur ça. Pivert. Voilà. Et j'ai pas tapé sur la table. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais c'est mon live, je fais ce que je veux. Exactement, je suis chez moi, ça. monsieur. Alors, Monsieur Pivert, il faut savoir que, tout simplement, ou Madame Pivert, il faut savoir que tout simplement, la vente aux enchères répond à des normes qui ne sont pas classiques. Quand vous arrivez aux enchères, tout d'abord, vous allez enregistrer, il faut savoir que les frais qui sont attenants aux enchères sont de 10% à peu près. C'est un peu plus cher qu'un notaire, qui est aux environs des 7,3 à 8% en fonction des montants. Deuxièmement, vous avez un délai qui est très court, puisque vous versez cet argent au trésor public. Donc vous avez un délai de 45 jours, et absolument pas de 3 mois. Si au bout des 45 jours vous n'avez pas apporté les fonds, il faut savoir que vous avez droit à un délai supplémentaire de mémoire, maximum de 30 jours. Et ensuite, c'est un rouleau compresseur qui se met en place, puisqu'on va vous astreindre à indemniser l'État, donc le Trésor public, puisque vous n'avez pas été à la hauteur des garanties qui vous étaient demandées en vous portant acquéreur d'un bien. Les adjudications en plus de ça, je vous dis de faire très attention, car on s'est rendu compte que très souvent, les acquéreurs et ceux qui se portaient acquéreurs ne maîtrisaient, en pensant faire une bonne affaire d'enchère, acheter au prix du marché. Donc faites attention à ce que vous achetez. Lisez bien le cahier des charges qui sera soit chez l'huissier, soit chez le notaire, pour deux raisons. C'est que très souvent, alors il n'y a pas de petite ligne, mais faites attention à ce que le bien ne soit pas occupé sans droit ni titre. Ça veut dire qu'il n'y ait pas un bail d'habitation, car vous vous retrouveriez dans une procédure d'expulsion à vos entiers charges pleines et entières. Donc ça veut dire que c'est que pour vous. Et on sait bien qu'en France, c'est particulièrement difficile. C'est particulier, voilà. On va dire ça. C'est particulier. Et à côté de cela, je vous invite à très bien calibrer votre opération en amont avant d'aller vous porter acquéreur, parce que ce délai de 45 jours peut être très vite angoissant, oppressant. Je vous invite à vraiment bien calibrer ça en amont et avec les conseils de votre notaire, s'il vous plaît. C'est très important, car ils ont une notion juridique d'encadrement global qui va vous permettre de réaliser l'opération avec une méthodologie. Et après financièrement avec une stratégie qui sera extrêmement bien cousue de fil d'or, entre guillemets, si je puis me permettre l'expression. On peut tout se permettre, donc c'est dans la bienveillance. Alors on a comme dans chaque live, mais mort de rire, c'est Gig. Ouais. Qui achète aujourd'hui? Les banques ne prêtent qu'aux riches. Vous êtes déconnecté des réalités. Bonjour Guy. Il en faut toujours un. Oui, alors parfois on perd pas de temps à répondre, mais je vais répondre. On va répondre. Alors je vais répondre pour deux raisons. La première, Gig, et je trouve que en fin de compte votre question, elle n'est pas décorrélée de la réalité des Français. C'est pas une question, c'est une affirmation. Alors moi je l'ai pris comme une question ou une affirmation. Non, mais mort de rire. Alors, mais mort de rire. Alors je sais pas. Voilà. Alors vous avez vu, hein, il est beaucoup plus calme et beaucoup plus patient que moi, pondéré, beaucoup plus pondéré que moi. Donc Gig, tu as de la chance, il va te répondre. Non, mais évidemment je vais répondre, parce que à vrai dire, je préfère avoir cette réflexion qu'on va démailler, voilà, point par point, exact, mais qu'il y a une logique derrière, que ça. Aujourd'hui, soyons conscients, en France, tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Il faut savoir que selon les indices, en France, plus de 70% de la population, pour une famille de 4 personnes, donc 2 adultes, 2 enfants, les gens vivent avec en moyenne entre 3 500 et 3 800 euros net. C'est faible sur un indice européen. Toutefois, les banques prêtent à Paris, à Lyon,
à Marseille, à Bordeaux, à Rennes, Strasbourg, Lille, Toulouse par exemple, on vit dans des microcosmes. C'est-à-dire que nous vivons dans des régions, dans des villes, dans des métropoles, où il y a un très fort bassin d'activité. C'est-à-dire qu'il est créé pour l'activité tertiaire, donc c'est l'activité du commerce, des activités de conseil, des startups, de ce qu'on veut, et un peu de bassin industriel. Il y a un très fort afflux et une demande, car les gens, c'est là-bas qu'ils trouvent du boulot, pour être très clair. Ceux qui vivent en province, les banques prêtent également. Pourquoi ? Parce qu'on ne gagne peut-être pas autant d'argent en termes de montants, mais les niveaux de vie ne sont pas les mêmes. Les montants de l'achat immobilier ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, à Clermont-Ferrand, vous achetez une maison pour 150 000 euros. 25 ans, ça vous fait 800-900 euros par mois. C'est-à-dire que le foyer doit gagner au maximum, en grossissant les choses, entre 2 700 et 3 000 euros par mois. On ne peut donc pas dire que les banques ne prêtent pas. Les banques ont arrêté de prêter à un moment de la crise, et depuis un trimestre, elles rouvrent les vannes, peu à peu, mais elles rouvrent. On ne peut donc pas leur taper dessus, ou en tout cas moins fort que ce qu'il y avait il y a un trimestre. Dernier point de ma démonstration, on ne prête pas qu'aux riches. Parce qu'en France, les riches, ceux qu'on appelle les riches, c'est 10% de la population française. Ils n'ont pas besoin de crédit. Alors, c'est 10% de la population au-dessus de 7 000 euros de revenus dans un ménage. Eux ont besoin d'un crédit. Et on a 1% d'ultra riches qui n'ont pas besoin, eux, d'un crédit. Mais ceux-là, on ne les considère pas parce que de toute façon, ils ne sont pas dans la même banque que vous et moi. Ils sont dans des banques diamétralement opposées. Et eux, voilà, on parle d'une chose que même moi je ne maîtrise absolument pas parce que j'en ai jamais vu, je ne les côtoie pas. En revanche, je vais vous dire une chose, moi je côtoie des gens et je vais vous donner un exemple très précis. Il n'y a pas très longtemps, dans le 77, qui est la Seine-et-Marne, j'ai reçu monsieur qui travaille pour une enseigne d'électroménager que tout le monde connaît, que nous ne citerons pas. Madame travaille pour une chaîne de supermarchés, elle est caissière, elle met les choses dans les rayons. À deux, ils gagnent 3 100 euros par mois. Pour eux, il n'était pas possible en revanche de devenir locataire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. En revanche, on les a fait devenir propriétaires. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pouvaient pas devenir locataires, car avec 2 enfants, personne ne veut d'eux, à cause du reste à vivre, de ces choses-là qui sont, somme toute, assez floues. Même pour moi, je ne maîtrise pas les codes de la location et ce qui se dit avec un locataire. Pourtant, je loue moi-même un appartement, mais je dois avoir plus de chance que certains, et j'en suis conscient. En revanche, ces gens-là, pourquoi on a pu les faire acheter ? Parce que 900 euros de mensualité pour eux, dans un appartement, du 77, il y a 2 enfants qui vivent dans la même pièce, mais leur retraite elle est assurée. Parce qu'à la retraite, ces gens-là, ils seront chez eux. Donc on ne prête pas qu'aux riches. Moi je ne suis pas un politique, j'ai rien à vous vendre. En revanche, je vous fais un partage de mon expérience où moi je rencontre les Français, d'Île-de-France principalement, tous les jours. Tous les jours. Ceux qui sont plus aisés, mais ceux qui le sont beaucoup moins. Et à aucun d'entre eux je leur refuse ni mon aide, ni je leur ferme la porte de mon bureau. En revanche, la réflexion que vous venez de faire, je la trouve parfois un peu dangereuse. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont un peu moins les moyens, il ne faut pas leur permettre de se dire « je ne suis pas à la hauteur d'une discussion, je ne suis pas à la hauteur d'un rêve ». Au contraire, poussez la porte, enfoncez la porte, et c'est mon rôle de vous dire oui ou de vous dire non, mais en revanche, si c'est non, je vous l'expliquerai. Et je vous dirai c'est peut-être dans quelques temps. Mais si c'est oui, installez-vous en face de moi, et l'agent immobilier lui fera son métier, et moi je ferai en sorte que ce qui est possible soit réalisé. Mais évidemment, si vous voulez acheter 100 mètres avenue Montaigne, il faut 4 millions d'euros. Et ça, c'est aucun de nous qui peut se l'offrir, soyons honnêtes. Ben voilà. Moi, ce que j'apprécie, vous voyez, c'est la bienveillance, la patience, et moi qui suis parfois un peu sanguin, c'est vrai que ça me chauffe tout de suite de voir des réflexions comme ça. Donc voilà. Faut démailler. Donc merci Dan, parce que ça permet aussi d'argumenter. J'espère que notre voix n'est pas couverte par... ils font un shaker, je crois. On a demandé un milkshake banane. C'est une cata. Alors, excusez-moi, mais Minoucha, je vais vous répondre. Je vais me permettre. Comment faire si on veut emprunter alors que l'on est à son compte ? Minoucha, on peut emprunter quand on est à son compte. Il faut respecter un délai, c'est-à-dire que la banque va vous demander d'avoir un certain recul par rapport à votre activité. Quand on connaît un peu le système des entreprises, je l'explique très simplement, la première année on est très peu imposé et on est très peu chargé, donc en termes d'organismes, par exemple URSSAF, cotisations complémentaires, bon voilà, tous les organismes qui tournent autour des gens qui sont à leur compte, ou employeurs, enfin voilà, comme on le veut, et ils demandent en général un recul de 3 ans. Aujourd'hui sur le marché d'Île-de-France, deux banques permettent aux personnes qui ont une entreprise, auto-entrepreneurs, dans certains types d'activités ou qui ont leur propre entreprise de l'URL, donc ça veut dire à leur nom propre, ou EIRL, à leur nom propre, une fois de plus,
d'emprunter après 2 ans d'exercice. 2 ans. Ces banques-là sont la Banque Populaire Rive de Paris, la BPRI, Banque Populaire Rive de Paris, ne prennent que 2 ans d'ancienneté. Le Crédit Mutuel peut le faire parce que c'est une décision en interne. S'il juge que votre activité, vous êtes un bon gestionnaire, que vous avez des perspectives de développement, de pérennisation de votre entreprise et de votre activité, ils vous suivront. Il y a donc une troisième banque que je mets un peu plus entre parenthèses, parce que là, leur système de décision est en train d'évoluer. Je ne connais pas le nouveau système de décision, mais la Caisse d'épargne est un très très grand accompagnateur de profession, pour les professionnels, et l'a démontré, et notamment pendant le Covid, le groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'épargne, a été un des premiers accompagnateurs des entreprises en France. Et ça, il faut leur rendre hommage, 3 ans après, et une fois de plus, dans mes propos, pas de polémique. C'est factuel avec des chiffres que j'ai pu analyser et que d'autres courtiers de mon métier ont pu analyser. À eux de vous le confirmer si vous les interrogez. Mais vous pouvez emprunter. Alors Minchois, je pense que c'est... Merci. De rien. Alors on a Gig qui revient, devenir propriétaire est stupide aujourd'hui. Bon, je pense qu'à un moment donné, on va arrêter de répondre à Monsieur Gig parce que ça n'a aucun sens. En fait. Ça n'a aucun sens. La réponse qui a été faite par Dan précédemment t'explique que ce qui est stupide, c'est de ne pas pousser la porte et de ne pas essayer de devenir propriétaire. Après, c'est une question de mode de vie. Exactement, c'est une question de mode de vie, de ses aspirations. Mais Gig, si je comprends bien une chose, en fin de compte, pour vous, le modèle de réussite, c'est de devenir influenceur à Dubaï. Il y a plein de places. Je vous invite à même à prendre un billet d'avion. C'est pas mal ça. On pourrait peut-être monter une cagnotte pour tous ces mecs-là se tirent à Dubaï. Je sais pas, parce que je suis pas sûr que la vie soit très agréable. Non mais lui il semble le croire peut-être. Hein. Peut-être. Alors bonjour Othé. Alors Greg a une question très intéressante. Allons-y. Elle est où? Greg, juste où est-ce que c'est? Vas-y. Alors juste 30 secondes Greg, je vais revenir avec vous. Parce que Springsteen, bonjour Springsteen, vous avez une question qui est très intéressante. Vaut mieux un prêt à taux fixe ou à taux variable? Que l'on a connu. Alors attention, les taux variables, c'est un piège. On est en période de remontée des taux. Aujourd'hui, un taux variable, je ne vous le conseille absolument pas. D'ailleurs, je pense même que beaucoup de banques, je vous confirme que beaucoup de banques l'ont enlevé de leur proposition commerciale. Ils ont eu très peur du défaut de conseil. Taux fixe. En France, on a une culture du taux fixe. Nous ne sommes pas les anglo-saxons, nous ne sommes pas les américains, nous ne sommes pas les Suisses et les Allemands, les Italiens ou même les Espagnols, les Portugais. Notre culture, notre ADN financier est celui du taux fixe. Du taux fixe, toujours du taux fixe et rien que du taux fixe. Minoucha, attends, je vais remonter parce qu'en fait, Springsteen avait une. Alors, vaut mieux un prêt à taux fixe, et taux variable, on a répondu. Attends, vous nous excuserez, mais on a pas mal de messages en retard. Et tout à fait, monsieur. Merci, Nawel. Alors attends, bonjour Philippe, j'espère que tu vas bien et que ta famille, bonjour. Sympa, merci Nawel. Merci, Nawel. Que de la bienveillance, j'adore ça. Greg, là on était à Greg. Alors il y a l'achat-revente. Non, attends, mais regarde, vous nous excuserez, mais en fait. J'ai des réponses trop longues. Alors ils sont déconnectés, c'est la crise, seuls les riches achètent, bon, ou les débiles. Bon, alors ça, bon. Tu vois, Gig. Allez, bonne journée. Tu vas servir d'exemple, tu sais quoi? Casse-toi. Allez hop. Casse-toi, tu sors. Voilà. Minoucha. C'est plus un ouf qu'autre chose. Mon père est agent immobilier, voilà. Bon, allez, on s'en fout. Mais pourquoi? Alors, il est bloqué, il peut plus répondre, mais c'est tartignol. Alors, mieux vaut un prêt à taux fixe ou taux variable. Donc, taux fixe, tu as déjà répondu. Bonjour Moïse, en renégociant le taux, s'il descend, ok, est-ce qu'on paye quand même moins d'intérêt? Évidemment, en renégociant vos taux, évidemment, c'est la répartition du capital qui reste. Donc, en gros, combien il vous reste à rembourser à la banque, qu'on va répartir sur le nouveau taux. Donc si les taux descendent, évidemment, vous payerez moins d'intérêt. Attention, il y a un bémol là-dessus et c'est très important pour le consommateur. Quand vous allez voir un banquier ou un courtier pour renégocier, n'oubliez pas que lui, il a un intérêt parce qu'il va vous prendre des frais et qu'en vous faisant plaisir, ne vous inquiétez pas, il va voir son intérêt. Il n'y a aucun intérêt à faire un réaménagement de prêt ou un rachat de prêt, à renégocier, si vous avez un nouveau projet qui s'enclenchera dans les 2 ans. Pourquoi? Parce que quand on rachète, très souvent, il y a des commissions qui vous prennent, des frais de pénalité, très souvent, c'est comme ça. Et il faut savoir que pendant la première année et demie, vous remboursez pour revenir au même montant de capital. Et c'est seulement après 1 an et demi qu'on commence à gagner de l'argent. Si vous déménagez dans les 2-3 ans, j'ai toujours déconseillé à mes clients de le faire.
Ça m'a fait perdre des honoraires, mais ça m'a fait gagner des clients après. Et c'est une honnêteté intellectuelle. Ah oui, mais Voilà. On sort de la même forge. C'est pas le même marteau, hein, je rassure mes parents, mais c'est la même forge. C'est l'honnêteté. Et le meilleur chemin, c'est la ligne droite. Ouais. Tu peux me réexpliquer ça? En gros, quand vous rachetez votre prêt, les banques appliquent une pénalité. Ok. Cette pénalité, plus un frais de dossier qu'ils vont vous prendre, bon, plus après une garantie, mais c'est des points techniques, je ne vais pas vous embêter avec ça. Ça veut dire que votre capital, quand vous avez 100, vous allez monter très rapidement à 102, 103. Pour que ces 103 reviennent au niveau des mêmes 100 que vous aviez, qu'on commence à gagner de l'argent, la mécanique fait que vous l'amortissez sur 1 an et demi en moyenne. Donc au bout d'1 an et demi, vous commencez à gagner de l'argent. Donc si vous avez un nouveau projet dans les 2-3 ans, ben, vous n'allez jamais gagner cet argent. Donc le banquier vous a fait plaisir, ou le courtier vous a fait plaisir avec une opération commerciale, avec un beau packaging, donc ça veut dire le paquet cadeau est joli. En revanche, vos intérêts à vous financiers ne seront respectés, ne commencent à être respectés qu'au bout d'1 an et demi. Donc il faut faire très attention et bien vous renseigner, mettez en concurrence 2 à 3 acteurs du marché. Je pense que sur 3 acteurs, il y en a au moins un qui, par honnêteté intellectuelle, vous dira la vérité. D'ailleurs, encore une fois, moi, ce qui me plaît chez toi, c'est que bien évidemment qu'on est content d'encaisser des honoraires, puisque c'est ce qui va nous permettre de payer le téléphone, le chocolat, le Perrier, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas une fin en soi. Et je pense que c'est la grosse nuance. Ceux qui n'ont pas compris ça sur le live, vous pouvez partir comme. Ou si vous partez pas, on vous bloque parce qu'on a déjà fait le cas. On l'a fait il y a 2 fois. On l'a fait 2 fois depuis le début de ce live. Et tous les autres comprenez bien que c'est la bienveillance et c'est le conseil qui va primer sur nos honoraires. Exactement. Quitte à ne pas prendre d'honoraires à court terme et les récupérer potentiellement sur le moyen, voire long terme. Exactement. Voilà. Alors, Moucha, Moïse, je ne sais pas comment on renégocie les taux d'intérêt. Alors, bonjour Freeline. Renégocier les taux d'intérêt, c'est extrêmement simple. Vous prenez votre offre de prêt, votre tableau d'amortissement et vous vous rendez chez votre banquier ou chez un courtier. Il devra vous fournir une étude en vous disant à aujourd'hui, en gros 2 colonnes, on prend un papier, on divise en 2, combien il me reste d'intérêt et d'assurance à payer à la banque, versus autre colonne, si vous passez par mon intermédiaire, voilà combien il vous restera d'intérêt et d'assurance à payer à la banque. Une fois de plus, je le redis, on rentrera un peu plus tard peut-être dans cette question. Aujourd'hui, les assurances sont libres. N'hésitez pas à mettre en concurrence les banques et les courtiers pour avoir un meilleur taux d'assurance. Mais attention aux couvertures. Et là, ça fera, je pense, l'objet carrément d'un live parce qu'il faut être très attentif aux couvertures. Déjà parce qu'il y a un cadre législatif, mais en plus de ça, parfois pour gagner quelques euros, malheureusement, on se met à découvert. Et les conséquences peuvent être extrêmement graves, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas être remboursé car vous ne rentrez pas dans le contrat d'assurance tel qu'il vous a été décrit pour faire quelques économies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le mot économie a tout son sens dans la société dans laquelle on vit avec le coût de la vie. En revanche, c'est un poste de dépense que je juge nécessaire pour vous, mais aussi pour ceux qui vous accompagnent. Alors, vraiment, vous voyez, c'est pour ça qu'il vaut mieux poser des questions à Dan, parce que là-dessus, moi, je maîtrise absolument rien. Quel type de crédit pour un achat-revente? Bon, alors Greg, bonjour tout d'abord. Votre question, elle emmène 2 réponses. Quel type de crédit pour un achat-revente? Donc, c'est-à-dire que si vous faites l'opération de manière concomitante, certaines banques vont vous demander de prendre un pré-relais de sécurité. Et là, il existe 3-4 montages. Techniquement, je ne vais pas vous embêter avec ça, il faudrait que je vous fasse une démonstration complète. En deuxième, le meilleur montage, c'est celui qui vend son appartement et qui achète en même temps et qui va réussir à vendre avec au moins 15 jours, voire 1 mois dans l'idéal, de décalage. Ça vous permettra de ne pas prendre un pré-relais. Sur le pré-relais, il existe 2 types de pré-relais. 3 types de pré-relais exactement. Un où on fait un cumul de mensualités. Aujourd'hui, celui-ci n'est quasiment plus pratiqué par les banques parce que avec les contraintes d'endettement, c'est impossible quasiment à mettre en place, sauf si vous avez des moyens qui feraient plaisir à Gilles d'ailleurs, on ne prête qu'aux riches, mais qui seraient colossaux. Sinon, malheureusement, on ne pourra pas mettre ça en place. Après, il y en a un qui s'appelle le différé. Ça veut dire on vous prête cet argent, mais la nouvelle mensualité ne démarrera que quand vous aurez vendu, plus 1 mois, histoire de laisser quand même un petit peu respirer. Ce montage-là, je ne le préconise pas forcément non plus parce qu'il indique une pression psychologique sur la vente. C'est-à-dire que votre acquéreur,
S'il sait que vous êtes en pré-relais et que vous avez ce montage-là, il va vous dire ah, vous, mon petit, je ne vais pas vous rater, je vais vous faire une offre un peu plus basse, mais comme vous aurez besoin de dormir tranquille, je vais vraiment vous mettre une pression. Et là, à ce moment-là, ce qui est un achat plaisir, ce qui est un achat patrimonial, devient un achat angoisse. Je vous le déconseille. À ce titre-là, une fois de plus dans le conseil et l'humanité, l'humain, que par exemple économique, parce qu'économiquement, ça coûtera la même chose que le troisième modèle qui existe, qui s'appelle le relais rachat. C'est-à-dire qu'on rachète la dette que vous avez, on l'incorpore au nouveau projet, mais on la lisse. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment une augmentation de votre endettement, alors un peu mécaniquement, mais pas vraiment. Et le jour où vous vendez, vous avez le temps de vendre, vous choisirez votre acquéreur, parce que votre mensualité, vous la connaissez d'avance, et vous n'aurez pas cette pression de vous dire est-ce que je vais cumuler ou pas mes mensualités. Et comme tous les pré-relais, vous aurez 1 an de délai, plus une autre année en option, si au bout d'1 an, vous n'aviez pas vendu. Vous comprenez, voilà, on a une question, 3-4 modélisations différentes, et pour chacune d'entre elles, elle a ses avantages, ses inconvénients. Pour moi aujourd'hui, si je devais synthétiser, pour votre confort psychologique et financier, privilégiez, en allant voir un courtier de votre choix ou un banquier de votre choix, le montage en relais rachat. Je le dis aussi, il y a des banques aujourd'hui qui sont spécialisées de ce montage-là, comme le Crédit Agricole, la BNP, la Caisse d'épargne et la Banque Postale. Ces 4 banques ont vraiment un savoir-faire en relais rachat que d'autres n'ont pas. N'hésitez pas à aller les contacter. C'est lui qui le dit. Donc ça on a vu. Bonjour Nanou, Greg, merci de nous suivre. Nawel, je te retourne la même chose pour toi. Merci. Lindsay, je passe de Tricorne. Je passe 140 000 euros en 2022 à 80 000 en 2023. En emprunt à ce prix-là, je visite que des ruines. Oui, oui. Alors, tout dépend de votre secteur géographique. Parce que, par exemple, si vous allez à Reims, à 80 000 euros, vous trouvez quelque chose. Si vous allez à Metz, vous trouvez quelque chose. Voilà, donc ça dépend du secteur géographique, évidemment. Avenue Montaigne à Paris, 140 000 euros. T'aimes bien l'Avenue Montaigne, toi ? Non, mais je trouve que c'est le meilleur exemple, parce qu'en fin de compte, ça permet d'avoir un écart vraiment tellement parlant que voilà, ça en tourne même à la boutade. Mais en revanche, l'INSEE, oui, évidemment, parce que les taux sont passés de environ il y a 1 an pile. On était aux alentours des 2,16. Aujourd'hui, nous sommes à 4,50. Donc on a plus que doublé. Je suis d'accord avec vous, l'INSEE, mais peut-être, alors que vous faites partie de ces gens qui attendent, sera une récompense. Je vais détailler très rapidement et étayer cet exemple. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une économie privative. Ce n'est pas une question de montant de ce que vous gagnez, ça n'a rien à voir. C'est parce que tout simplement, vous faites partie de cette catégorie des gens qui ont subi la hausse des taux sans pour autant avoir pu profiter de la stabilisation du marché. Donc vous vous retrouvez dans un entre-deux où on a moins d'argent, mais on n'a pas plus d'offres immobilières sur le marché. Vous êtes vraiment pile à ce qu'on appelle cet effet ciseau, ceux qui ne peuvent pas acheter, ceux qui ne peuvent plus vendre ou qui n'ont plus assez les moyens pour se porter à cœur. Donc il y a un triple effet. Je pense que vous faites partie de ces gens qui aujourd'hui, il va être nécessaire un peu d'attendre. Ne renoncez pas à cette envie d'acquisition, au contraire, continuez à vous regarder les produits qui se proposent sur le marché. En province, il va y avoir une correction du marché qui est déjà en train de s'effectuer, qui est bien plus forte que dans les grandes agglomérations et métropoles françaises, mais c'est normal. Mais je pense qu'il va y avoir des choses, peut-être, alors, et je le dis toujours, si ce n'est pas l'endroit typiquement géographique que vous visez, parfois en s'éloignant un petit peu, et voilà, je sais que c'est une contrainte parce qu'on parle d'un achat immobilier, on parle d'un projet de vie, je ne l'oublie pas, hein, je ne suis pas déconnecté de la réalité, je suis ancré au sol, croyez-moi, je ne suis certainement pas hors sol. Parfois, c'est un projet qu'il est nécessaire de mener, il faut peut-être aller, soit on prend moins de mètres carrés au même endroit, soit on prend un peu plus de mètres carrés, ou le nombre de mètres carrés souhaité par exemple, mais un petit peu plus loin. Ça peut être aussi une solution si vraiment vous ne vouliez pas reporter votre projet. Mais comme je pense que de ce que vous décrivez, vous êtes sur cette lame un peu entre guillemets entre deux, enfin sur ce fil et vous êtes un peu l'équilibriste, je pense que pour vous il est peut-être bien d'attendre. C'est ce que je pense. Mais voilà, c'est une description via un live et je peux aussi me tromper dans cette analyse. Alors, évidemment, on va refuser. Alors c'est incroyable. Tac, refusé. Merci. Ah oui, d'accord. En fait, on a un bug chez. On a un bug. On va relancer le live, les amis, puisqu'on a un bug. On est désolé.
Enfin, on est désolé, on n'est pas désolé. Hein. On n'est pas chez TikTok. On relance le live. Allez, on dit à tout de suite. Ça arrive. Tu vois, regarde.